Bonsoir à tous. Le diplomate Club des Nations de ce soir reçoit M. Guy Nestor Itoua, ambassadeur du Congo au Rwanda. Avec lui, nous parlerons de la pratique diplomatique. Sachez que M. Guy Nestor Itoua est un cadre du ministère des Affaires étrangères, diplômé de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, droit européen et international, diplômé de l'École nationale d'administration ENA de France. Vous êtes aussi, monsieur l'ambassadeur, ministre plénipotentiaire de grade. Monsieur Itoua, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, et merci beaucoup. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue à l'émission Le Diplomate, Club des Nations. Monsieur Guy Nestor Itoua, vous étiez ministre conseiller, là vous êtes ministre plénipotentiaire de grade. Ça veut dire quoi exactement? Oui, évidemment, il faut faire la différence entre ministre plénipotentiaire, qui est un grade, et ministre conseiller, qui est une fonction. Alors, le grade de ministre plénipotentiaire, c'est le grade le plus élevé dans la hiérarchie du corps des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, après celui d'ambassadeur. Parce qu'évidemment, il y a aussi le grade d'ambassadeur. Donc le sommet de la hiérarchie au niveau du ministère des Affaires étrangères, c'est le grade d'ambassadeur. Ensuite vient celui de ministre plénipotentiaire, et il y a celui de conseiller des affaires étrangères, secrétaire des affaires étrangères, attaché des affaires étrangères, et au bas de l'échelle on trouve les chanceliers des affaires étrangères. Donc ça c'est la classification, des grades au niveau du ministère des Affaires étrangères. Ah d'accord. Alors nous rentrons de plein pied dans la pratique diplomatique. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi exactement la pratique diplomatique? Merci beaucoup pour cette question, et je crois qu'avant de répondre à cette question, j'aimerais vous dire une chose sur les relations internationales. Vous savez, aucune obligation juridique n'est prescrite à un État d'entretenir des relations diplomatiques avec un autre. Il appartient à chaque État d'apprécier l'intérêt de ces rapports qu'il veut ou doit entretenir. Il s'agit donc d'une décision souveraine de chaque État. Et lorsque ces relations sont établies, ils prennent le nom de relations diplomatiques. Et il y a un ensemble de règles, de conventions qui organisent le déroulement de ces relations. Et tout ça est contenu dans les conventions de 1961 et 1963, respectivement sur le droit diplomatique et consulaire, qui sont des textes qui participent à la réglementation de ces relations diplomatiques. Ces relations entre États obéissent à un ensemble de règles que les parties doivent respecter. La politique étrangère, au fait, doit être distinguée de la diplomatie. La politique étrangère correspond aux choix stratégiques et politiques en matière de relations extérieures, qui, en République du Congo, relève de la compétence du chef de l'État. Cette compétence est étendue au Premier ministre, chef du gouvernement, et au ministre des Affaires étrangères. Mais la diplomatie, quant à elle, est la mise en œuvre de la politique étrangère par les diplomates. Monsieur l'ambassadeur, venons-en à la question sur la pratique diplomatique. C'est quoi la pratique diplomatique? La pratique diplomatique, c'est l'action, c'est la manière de représenter son pays auprès d'un pays étranger ou dans les négociations internationales. C'est-à-dire la manière de concilier leurs intérêts respectifs ou de régler un problème sans recours à la force. Bref, c'est donc la science, ou disons même l'art, des négociations entre gouvernements, ou mieux entre sujets et acteurs de droit international. Sujet acteur de droit international, ça me pousse à venir à la question de savoir les missions d'un diplomate. Quelles sont les missions d'un diplomate? Le diplomate a fondamentalement 4 missions. La mission de représentation, la mission d'information, la mission de négociation et enfin la mission de protection. Le diplomate, c'est ce représentant officiel
d'un État auprès d'un État étranger. Et c'est dans le cadre de l'accomplissement de sa mission à l'étranger, pour représenter son pays, qu'il informe, qu'il négocie et qu'il protège. Il informe son pays d'accueil sur les opportunités du pays d'envoi, donc son pays. Il informe aussi son pays sur les opportunités dans le pays d'accueil. Il négocie pour le compte de son pays et il protège les intérêts de son pays. Ça peut être les biens, ça peut être les personnes, ça peut être les services. Ah, apparemment, c'est une mission très intéressante, mais il y a plusieurs catégories d'ambassadeurs. Oui, comme je vous le disais d'entrée de jeu, il y a plusieurs catégories d'ambassadeurs, et évidemment, je vous ai dit qu'il y a le grade d'ambassadeur, et il y a la fonction d'ambassadeur, et il y a aussi la dignité d'ambassadeur. Le grade d'ambassadeur, c'est le grade le plus élevé dans la hiérarchie du corps des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, dans le déroulement de leur carrière, pour ceux qui ont encore l'âge et qui ont la chance d'être promus, ils accèdent à ce grade-là d'ambassadeur après celui de ministre plénipotentiaire. Et il y a la fonction qui est celle d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Donc c'est la fonction que j'assume aujourd'hui pour le compte du Congo au Rwanda. Mais il y a aussi la dignité d'ambassadeur. C'est-à-dire que pour certaines raisons, le chef de l'État, le président de la République, peut décider de faire accéder certains cadres pour des raisons bien précises à cette dignité. Ça ne fait pas forcément recours à une rémunération et autres, mais le chef de l'État décide de faire accéder à cette dignité certains cadres de son choix. Donc ça, c'est la troisième catégorie. Mais de plus en plus, dans la pratique, on voit aussi des ambassadeurs itinérants, voilà, qui peuvent être domiciliés soit au cabinet du chef de l'État ou au ministère des Affaires étrangères. Ce sont des cadres qui sont choisis, évidemment, par le président pour assurer des missions bien précises. Voilà. À quel moment parle-t-on d'une représentation? La représentation, c'est l'installation d'un service extérieur d'un pays dans un autre pays. Une ambassade, c'est une représentation diplomatique. Voilà. Par exemple, l'ambassade du Congo en France, c'est une représentation diplomatique du Congo en France. Monsieur l'ambassadeur, il y a quelle différence entre un ambassadeur et un représentant permanent? Alors là, il faut parler de la diplomatie multilatérale et de la diplomatie bilatérale. La diplomatie bilatérale, c'est la diplomatie classique entre États. Voilà. Donc, une ambassade, c'est la représentation d'un État auprès d'une puissance étrangère. Voilà. Qui est un autre État. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle plus couramment les missions permanentes ou les délégations permanentes, qui sont des représentations des pays auprès des organisations internationales, par exemple. Ça peut être l'Organisation des Nations Unies, ça peut être l'UNESCO, ça peut être bien d'autres organisations. Il n'y a pas fondamentalement de différence entre un ambassadeur et un représentant permanent. Un ambassadeur, je pense à votre entendement, c'est un ambassadeur de la bilatérale, c'est-à-dire celui qui est nommé par un État auprès d'un autre État. Voilà. Et le représentant permanent qui est nommé par un État auprès d'une organisation internationale est aussi ambassadeur. Peut-être que la seule différence est le fait que l'ambassadeur de la bilatérale, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, fait des lettres de créance pour son entrée en fonction, alors que le représentant permanent
va faire des lettres d'accréditation. Voilà un peu la nuance. Sinon, ils sont des ambassadeurs. D'accord. Mais on est toujours dans l'explication des concepts parce que la diplomatie a un jargon. C'est pourquoi nous sommes dans l'explication des concepts. En diplomatie, on parle aussi de consul et de chargé d'affaires. Y a-t-il une différence entre les deux? Le consul, c'est un cadre qui est nommé et affecté par le pays à un poste consulaire à l'étranger pour défendre les intérêts de son pays. Ces intérêts peuvent porter sur les personnes, les biens et les services du pays d'envoi, du pays accréditant. Mais fondamentalement, la différence entre le consulat peut-être et une ambassade, c'est que le consulat sert sous une ambassade. Il peut arriver des cas où il n'y a pas d'ambassade dans un pays et il n'y a que le poste consulaire. Mais quand il y a une ambassade dans un pays, le consulat sert sous l'ambassade. On ne peut avoir dans un pays qu'une seule ambassade, alors que dans ce même pays, on peut avoir plusieurs consulats. Voilà. Et pour ce qui est du chargé d'affaires, le chargé d'affaires, c'est le cadre qui remplace l'ambassadeur titulaire en cas d'absence ou d'indisponibilité. Ou encore dans une phase, quand un titulaire de poste est rappelé, on installe un chargé d'affaires le temps que le successeur arrive. C'est là qu'on parle de chargé d'affaires. Voilà. Alors venons-en, monsieur l'ambassadeur, au fonctionnement d'une ambassade. Comment fonctionne une ambassade? Une ambassade, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes nommées par un État et qui sont sous l'autorité d'un chef de mission pour assurer des fonctions à caractère diplomatique sur un territoire étranger. Alors, une ambassade, c'est une grosse machine selon son poids, selon son importance et selon aussi le pays où elle est installée. L'ambassade a principalement une chancellerie diplomatique et des services techniques, suivant l'importance. On a des cas où, sous une ambassade, vous trouvez un cabinet de défense, sous une ambassade, vous trouvez un service de pairie, sous une ambassade, vous trouvez un service de gestion des étudiants et stagiaires du pays d'envoi. Sous une ambassade, vous pouvez trouver aussi un service médico-social. Ce sont des services techniques, certes. Il y en a qui ont une forte relation de subordination avec leurs administrations d'origine. Pour parler par exemple du cas du cabinet de défense ou de la pairie. Mais tous ces services sont coordonnés par la chancellerie diplomatique, par l'ambassadeur. Voilà, c'est un peu ça. Monsieur l'ambassadeur, je sais que l'ambassadeur est nommé par le pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Quelle est la procédure de nomination d'un ambassadeur? Évidemment, comme vous le dites, un ambassadeur est nommé par décret présidentiel pris en conseil de ministres, mais préalablement, il y a tout un process. Le candidat qui est désigné doit rassembler un dossier qu'il produit au service conséquent et ce dossier va permettre de constituer ce qu'on appelle la demande d'agrément qu'on envoie au futur pays d'accueil, au futur pays accréditaire. Et une fois que le pays accréditaire, le pays d'envoi, a examiné le dossier et marque son assentiment, marque son acceptation, il répond au pays demandeur
par voie diplomatique, par voie de note verbale. Et à partir de ce moment, on peut prononcer la nomination de l'ambassadeur. Et quand l'ambassadeur est nommé, on lui donne tout ce qui est afférent à cette nomination, dont par exemple les lettres de créance. Mais c'est sans les lettres de créance, la présentation des lettres de créance qui marque l'entrée en fonction de l'ambassadeur. Voilà. Il arrive aussi des cas où le pays qui reçoit n'accepte pas la proposition du pays qui envoie? Bien évidemment, pourquoi pas. Le pays qui reçoit, le pays accréditaire, est libre dans l'examen de la demande d'agrément. Oui. Dans le cas où l'ambassadeur doit couvrir plusieurs pays, je prends l'exemple dans votre cas, vous êtes en même temps ambassadeur du Congo au Rwanda, mais vous couvrez aussi le Burundi, l'Ouganda et d'autres pays. Dans le cas où l'ambassadeur couvre d'autres pays, ça se passe comment, monsieur l'ambassadeur? La procédure de nomination reste la même, quel que soit le pays, sauf que là, il faut que tout commence par le pays de résidence. Vous ne pouvez pas introduire une demande d'agrément, surtout pas de présentation des lettres de créance, dans un pays sous juridiction, alors que rien n'a encore été fait dans le pays de résidence. Tout commence d'abord par le pays de résidence. Quand vous avez fini votre installation au niveau du pays de résidence, en ce moment, vous pouvez engager la démarche pour les pays qui sont sous votre juridiction. Le diplomate Club des Nations, c'est aussi l'actualité internationale. L'actualité reste dominée ces jours-ci par la commémoration des 25 ans du génocide des Tutsis. Vous avez assisté à la cérémonie qui s'est passée à Kigali. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette cérémonie? Oui, cette commémoration était un moment de souvenir, un moment douloureux pour les rescapés, un moment douloureux pour les rescapés, un moment douloureux pour les familles, un moment douloureux pour l'humanité tout entière. Cette humanité à laquelle l'extrême méchanceté a arraché près ou plus d'1 million d'âmes. C'est difficile, c'est très triste. Je pense que s'il y a un mot, c'est de dire plus jamais ça, plus jamais ça. La coopération exemplaire que le Congo et le Rwanda entretiennent ces 2 dernières décennies s'appuie sur un certain nombre de principes, parmi lesquels la solidarité et le soutien réciproque. C'est dans cet état d'esprit que le chef d'État congolais Denis Sassou Nguesso a répondu favorablement à l'invitation du président Paul Kagame en arrivant ce 6 avril à Kigali, où il a été accueilli par son homologue rwandais accompagné des honneurs militaires. À l'exemple des autres chefs d'État qui sont déjà présents dans la capitale rwandaise, Denis Sassou Nguesso est venu lui aussi s'acquitter non seulement d'un devoir de mémoire, mais aussi exprimer la solidarité du peuple congolais au peuple frère du Rwanda. Il va donc assister le 7 avril à la cérémonie commémorant les 25 ans du génocide de 1994. Un événement malheureux auquel le chef d'État congolais a eu à saluer la mémoire des victimes à diverses occasions. La plus remarquable a été celle de 2011, lors de sa visite d'État à Kigali. Denis Sassou Nguesso, visitant le mémorial du génocide, s'est élevé contre ce degré de violence qui, selon lui, ne devrait plus se reproduire ni au Rwanda, ni en Afrique, encore moins sur cette terre des hommes. Rappelons que ce mémorial a été construit en 1999 et inauguré en 2004 à la faveur des commémorations du 10e anniversaire du drame. Il regroupe 14 fosses communes qui contiennent les restes mortels de 259 000 personnes tuées à Kigali en 1994.
C'est dans l'enceinte du mémorial de Kigali, submergé par la douleur et l'émotion, que le président rwandais Paul Kagame, entouré de ses homologues africains, a ouvert la journée du 7 avril par l'hommage aux victimes avant d'allumer la flamme du souvenir marquant le début du deuil national de son jour. Les chefs d'État du Rwanda, hôtes de l'événement, du Congo-Brazzaville, du Tchad, du Niger et de Djibouti, ainsi que d'autres invités ont honoré la mémoire de ces victimes en déposant chacun une gerbe de fleurs devant les fosses communes contenant, faut-il le rappeler, les restes mortels de plus de 250 000 personnes tuées à Kigali entre avril et juillet 1994. Le geste a été accompli auparavant par les anciens chefs d'État africains et plusieurs chefs de délégation. Moment du souvenir et du recueillement, mais aussi celui de faire preuve de solidarité avec les survivants, la 25e commémoration du génocide a donné lieu au Centre des conférences internationales de Kigali à la prise de parole de plusieurs personnalités dont le chef de l'État rwandais Paul Kagame et le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. Tous ont retracé de manière émouvante les pages sombres qu'a connues ce pays des Grands Lacs dans la décennie 90. Tout en condamnant la violence sur toutes ses formes, ils ont appelé une fois de plus l'Afrique à l'unité afin que cela n'arrive plus au Rwanda ou ailleurs. Vous êtes ambassadeur de la République du Congo auprès du Rwanda. Comment vous appréciez les relations entre les deux pays? Les relations entre le Congo et le Rwanda sont excellentes. Nous venons là d'évoquer un événement auquel le président a participé. Ça aussi, ça témoigne de la qualité excellente des relations entre nos deux pays. Nos deux présidents se consultent régulièrement. Il y a beaucoup d'échanges de missions au niveau ministériel, au niveau des cadres techniques, des experts. Le Congo et le Rwanda ont une très bonne relation. Très bonne relation. Alors ces relations sont dominées par plus les relations économiques? Les relations économiques, il y a des échanges, il y a beaucoup d'échanges maintenant, des échanges commerciaux. Nous avons une coopération dans le domaine du transport aérien. Nous faisons beaucoup de choses. Nous avons une commission mixte qui est très dynamique, au sein de laquelle on examine tout ce qui est au centre de nos relations. Avant de clôturer cette émission, je voulais qu'on parle du protocole. Le protocole, c'est aussi une fonction diplomatique. C'est quoi le protocole? Je pense que le protocole fait partie de ce qui est, selon moi, un des métiers les plus intéressants de la diplomatie. Parce que le protocole, c'est une science, c'est aussi un art régi par des conventions qui facilitent une communication sans faire directement partie du sujet de la communication. C'est passionnant. Donc je crois que c'est quelque chose à découvrir, à exploiter et susciter même l'engouement des jeunes cadres à s'intéresser à ce métier de la diplomatie. C'est un métier très intéressant, le protocole. Ouais. Et vous avez un mot pour les jeunes qui s'intéressent, parce qu'on sait qu'au Congo, on a une école de diplomatie, certes, mais pas encore celle de relations internationales. Vous avez un mot pour les jeunes qui s'intéressent aux relations internationales, à la diplomatie? Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent au ministère des Affaires étrangères après les formations initiales. Mais je pense qu'il y a quand même des plateformes de formation. Je crois qu'il y a l'ENMA qui forme des diplomates qui sortent de là, les chanceliers des affaires étrangères. Il y a aussi l'ENAM où on trouve deux cycles. Il y a un cycle moyen supérieur et un cycle supérieur où on forme aussi des diplomates. Donc
c'est bien que les cadres arrivent au ministère des Affaires étrangères, même juste après leur formation initiale, mais c'est mieux s'ils peuvent aller s'approprier la pratique diplomatique dans une école nationale ou en dehors de nos frontières. C'est toujours intéressant comme expérience. La formation, je pense que est aujourd'hui au centre de nos préoccupations. Ouais. Ainsi donc s'achève cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau M. Guy Nestor Itua, ambassadeur du Congo au Rwanda. Merci à toutes les personnes qui nous écrivent et qui nous appellent à travers ce numéro qui apparaît au bas de votre écran. Nous vous disons au revoir et merci aussi à l'équipe technique qui m'a accompagné. Je pense à Armel Etokabeka, l'infatigable, et à Yann Bossatier. Nous vous disons merci et au revoir à la prochaine occasion.